on va recevoir notre invité. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de l'acclamer, de lui jeter vos t-shirts. Pardon. Non, pardon, on essaye des trucs. J'aime bien, c'est vrai que j'aime bien. J'avoue que je prends du plaisir à faire ça, je dois l'avouer. Mesdames et messieurs, on va envoyer le jingle et ensuite, dès qu'il arrive, c'est un max de bruit en fait. C'est parti, envoie. Et il est là ce soir avec nous, c'est Mamie Twink. Bonsoir. Comment il t'a mangé sur l'applause? Je te le dis, Rayou. Ça fait trop plaisir de te recevoir. Merci pour l'invitation. Tu peux parler un peu plus loin si tu veux, t'inquiète. Je vois une petite veste, etc. Honnêtement, on t'a mis dans le ton. Mamie Twink, pour reparler un peu pour les gens qui ne te connaissent pas forcément, même si t'es là depuis longtemps, parce que à la toute base, Mamie Twink, on est d'accord, c'est un site d'actualité autour de World of Warcraft. Oui, au tout début, c'est ça. Mais en fait, il faut savoir que j'ai créé ma chaîne YouTube dans la foulée, en 2009 en fait. Ouais, ça date. Donc je fais partie des dinosaures, du début quoi. Dinosaures de YouTube. Pareil, je crois mon compte Twitter, j'ai regardé, c'est 2009 aussi. Et donc au début, c'est les jeux vidéo, World of Warcraft particulièrement. Et puis de fil en aiguille, on s'est ouvert à d'autres sujets, notamment les explorations de lieux abandonnés ou lieux insolites. Et puis aujourd'hui, des documentaires historiques. Ouais, parce que l'évolution est folle. Moi, alors j'étais pas trop WoW, donc je te connaissais pas spécialement à l'époque, mais on a partagé le premier vrai The Event, je crois, c'était pour celui de la Croix-Rouge dans le garage de Zerator, et du coup, tu étais au The Event. Oui, alors avec Zekaria, mon acolyte, on a fait le The Event en 2017. C'était chez Zera, dans sa maison. En fait, on faisait du live aussi au début. Aujourd'hui, on n'en fait plus. Et on avait l'opportunité de participer à l'événement. On était super fiers. Enfin, surtout quand tu vois l'ampleur que ça a pris aujourd'hui. Là, c'était vraiment... je crois que c'était la première année où on avait franchi le million. Et je vais pas te décevoir. Ah non, c'était juste avant. C'était 540 000. Ah ouais, ok. Excusez-moi. Mais en vrai, c'était une édition de ouf. Enfin, il n'y avait pas de... Alors, c'était pas le million, mais ouais, c'était le moment où ça faisait que crash l'électricité. Oui, mais c'était énorme, une dinguerie. Ils avaient tiré une rallonge de chez le voisin pour ramener de l'électricité en backup. Mais c'est vrai que pour les gens qui suivent juste sur YouTube, etc., se dire cette connexion en mode toi, tu as fait le The Event, c'est vrai que ça vient pas tout de suite forcément si on suivait pas le Mamie Twink en mode gaming, etc. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'on a commencé par passer de World of Warcraft à des documentaires historiques sur la Seconde Guerre mondiale. Enfin, tu te dis, c'est pas possible, surtout sur YouTube où c'est très difficile de faire des transitions. Ouais. Mais nous, on s'est toujours fixé une seule règle avec Zeka, avec mes acolytes, c'est faire ce qu'on aime, partager nos passions. Il s'avère qu'on était des gros joueurs de jeux vidéo, mais on était aussi passionnés d'histoire. Et on s'est dit, on a une chaîne YouTube, on parle sur notre chaîne de ce qui nous anime. On adore l'histoire, on adore visiter des lieux abandonnés parce qu'on vit dans une ville qui est très riche en histoire, Metz dans le nord-est. Et à force de visiter des lieux abandonnés, de se raconter des histoires de guerre entre nous au coin du feu, on s'est dit pourquoi pas le faire sur YouTube. On a une chaîne YouTube où on fait ce qu'on veut, on a une communauté. Donc on a tenté le coup et ça a fonctionné. Ouais, c'est incroyable. J'avoue que je regarde assez souvent, alors en fonction des histoires, etc. La dernière, c'était terrible. Rudolf S. qui a fini. Mais c'est vrai que c'est toujours une mine d'informations, le côté narratif, etc. Enfin la narration, etc. qui est vraiment hyper plaisante. Et on sent que vous avez quand même une appréciation, on va dire, pour tout ce qui est qualité photo, images, etc. Vous aviez déjà sorti un livre, donc Histoire de guerre. Et là, boum, incroyable en fait. Tac, le deuxième livre qui va arriver, donc Histoire de guerre. Qui en l'occurrence est déjà sorti, puisqu'il est déjà disponible, c'est ça? Oui, il est sorti la semaine dernière.
Donc, il est disponible partout. J'ai ouvert, j'avais montré, il y avait une grosse photo d'Adolf Hitler. C'est Pas sur Twitch. non, mais c'est clair que c'est une ambiance. Ici, c'est Nancy, Metz supérieure à Nancy. Tu as lancé une guerre au passage, mais honnêtement, tout va bien. Non, mais on va reparler un peu de ce que vous faites, etc. Parce que honnêtement, c'est passionnant et je sais qu'ils ont aussi des questions. On s'est dit que ça pouvait être cool, un peu dans ce théâtre, etc., que tu nous racontes une des histoires de guerre un peu exclusive au livre et que tu nous partages ça. Et c'est l'histoire des amoureux d'Auschwitz. Tout à fait. Donc, c'est parti. Ça va être une ambiance. Hein. Let's go. Donc, alors, avant, parce ouais. que c'est vrai que ça y a quand même un petit mood, on va tamiser un peu la lumière pour que tu puisses nous raconter un peu ça. On va et ensuite, je vais tout simplement te laisser nous plonger dans cette histoire qui, c'est vrai, est quand même assez... qui prend un peu au trip. Wow. Ouais, qui prend au trip. Qu'est-ce que c'est bon. Et parle un tout petit peu plus près de ton micro et ça sera fantastique. Merci. Ok, alors l'histoire commence en 1940. On est en pleine Seconde Guerre mondiale. Et l'histoire débute avec Mala, une jeune femme d'origine polonaise qui vit en Belgique avec sa famille. Et en fait, il faut savoir que les Allemands, ils envahissent la Belgique en 1940, ils l'occupent. Et elle, étant donné qu'elle est de confession juive, elle comprend qu'au bout d'un moment, ça va mal tourner. Elle voit juste parce que 2 ans plus tard, en 1942, elle se fait arrêter et elle se fait enfermer dans un camp, toute seule, donc sans sa famille. Et on lui dit qu'elle va être mise au travail à l'Est. C'est une litote pour dire envoyée à Auschwitz. Elle est envoyée en train à Auschwitz, comme de nombreux déportés de Belgique. Et lorsqu'elle arrive là-bas, elle découvre l'enfer du camp de la mort. Parce qu'il faut savoir que Auschwitz, c'est un camp qui a été construit pour exterminer les Juifs d'Europe. Et en fait, quand elle arrive là-bas, il faut savoir qu'elle se démarque des autres prisonniers parce que Mala, elle a un don. Elle parle 7 langues. Ouais. Et c'est un don qui est très rare et qui est très utile à Auschwitz parce que Auschwitz, c'est une véritable tour de Babel. Il y a des gens de toute l'Europe, de différentes nationalités. Et donc, elle est repérée par les gardiennes SS du camp qui en font leur interprète en chef. Donc, elle a un statut privilégié par rapport aux autres détenus. Elle peut laisser pousser ses cheveux, par exemple, parce que toutes les femmes avaient le crâne rasé. Elle vit aussi dans un bloc où elle a une couverture, où elle a des vêtements. Okay. Mais elle ne va pas profiter de son statut de privilégié. Au contraire, elle va aider ses autres co-détenus. Dès qu'elle le peut, elle transmet un courrier, une photo, un mot d'encouragement. Et même des fois, elle va prendre la liste des sélectionnés pour la chambre à gaz et elle va simplement changer leur attribution pour leur sauver la vie. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Il faut savoir que comme Mala, elle est interprète en chef, elle se balade dans les 2 camps, le camp des femmes et le camp des hommes. Et un matin de l'hiver 1942-43, elle croise le regard d'un jeune homme. Elle croise le regard d'Edek et instantanément, c'est le coup de foudre entre les deux. Il faut savoir qu'Edek, il est là depuis le début. C'est un Polonais qui fait partie des tout premiers prisonniers à avoir été envoyés à Auschwitz. C'est un prisonnier politique. Il a 5 ans de moins qu'elle, il a 20 ans, elle a 25 ans. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, ça va être tout de suite l'amour fou entre Edek et Mala. Ils vont tomber amoureux et ils vont se fixer des rendez-vous secrets, par exemple dans le bloc qui sert aux expériences médicales des médecins d'Auschwitz. Ils vont se retrouver à plusieurs reprises et ils vont donner naissance à un véritable amour. Un amour qui donne des ailes, puisque Edek, il est là depuis 4 ans et il n'a qu'une idée en tête, c'est de s'évader d'Auschwitz. Alors il faut savoir qu'à Auschwitz, il y a eu très très peu de tentatives d'évasion et encore moins d'évasion réussite. C'est pratiquement impossible de s'évader du camp. Mais Edek, il a 20 ans, il est jeune. Lorsqu'il arrive à subtiliser une bouteille d'alcool et que son esprit s'embrume, il se sent pousser des ailes, il se dit « je vais y arriver, je vais réussir à m'évader ». Et avec un ami, un autre co-détenu qu'il a rencontré dès le départ, ils ont un plan. Récupérer l'uniforme d'un SS, se déguiser en SS et faire semblant que le SS escorte un prisonnier à l'extérieur du camp pour y effectuer des travaux et ainsi s'évader. Parce que Edek, il parle allemand
Et surtout, il s'est lié d'amitié avec un gardien SS du camp qui a accepté de lui filer un uniforme et un flingue pour l'aider à s'évader. Comme quoi, il y a aussi de l'humain parmi ces gardiens. Alors, il n'a qu'une envie, c'est de s'évader, mais au plus la date fatidique approche, au plus il est pris d'un doute. Il ne peut plus imaginer s'évader d'Auschwitz sans Mala, sans la fille qu'il aime. Hors de question de la laisser là, parce qu'il se doute bien que comme elle est juive, elle va connaître le sort de tous les autres juifs. Il lui propose donc qu'elle se joigne à lui pour s'évader, et elle accepte, folle de joie. Son meilleur ami, lui, va se désister, car il estime qu'à 3, c'est trop risqué de s'évader, mais il va les aider jusqu'au dernier moment. Et donc, on arrive au 24 juin 1944, à 12h20, où un gardien SS escorte un jeune prisonnier qui porte un lavabo sur le dos. Les deux personnages franchissent le portail d'entrée d'Auschwitz, et en fait, ce sont Edek déguisé en SS et Mala déguisé en homme, en prisonnier, qui s'évadent d'Auschwitz. Ils ont réussi, c'est vraiment très très rare dans l'histoire d'Auschwitz, ils ont réussi l'impossible, et pendant 12 jours, ils vont goûter à la liberté. Alors on ne sait pas ce qui se passe pendant ces 12 jours, mais on peut s'imaginer que ils vivent à la fois la liberté et l'amour, enfin oui, et d'autres choses. Oui, on le sait. Alors ça, ils y avaient déjà goûté dans le camp, pour information. Ils se dirigent vers la frontière entre la Pologne et la Slovénie. Et en fait, c'est vraiment à partir de là, c'est vraiment horrible, mais ils n'ont plus beaucoup de vivres. Et Mala s'arrête dans une échoppe pour aller acheter un peu de nourriture. Et la seule monnaie qu'ils ont sur eux, c'est de l'or qu'ils ont volé à Auschwitz. Immédiatement, la monnaie interroge les personnes qui sont dans l'échoppe, qui vont prévenir les gardes frontières allemands qui sont là, qui viennent immédiatement arrêter Mala. À cet instant, Edek, il n'est pas dans la boutique. Il a encore la possibilité de s'enfuir, de gagner, de retrouver sa liberté. Mais il ne bouge pas, parce que les deux amoureux se sont fait une promesse, c'est que jamais ils ne se sépareront lors de leur évasion. Et donc, il se dirige vers les deux gardes frontières, il est toujours habillé en SS, et il enlève sa casquette, il dévoile son crâne rasé, et donc les deux amoureux sont arrêtés sur le champ, et quelques jours plus tard, ils sont renvoyés à Auschwitz. De retour à Auschwitz, c'est l'effroi, parce qu'il faut savoir que tous les prisonniers étaient au courant de l'évasion, et tout le monde était fou de joie, parce que se dire que quelqu'un a réussi de s'évader, c'était porteur d'espoir. Ils allaient dire qu'ils vont prévenir les autres de ce qui se passe, forcément. Et là, c'est l'abattement, ils sont de retour. Alors, immédiatement de retour dans le camp, ils sont enfermés dans un bloc, dans une prison, où ils sont interrogés par la Gestapo, qui veulent à tout prix savoir comment ils ont fait pour se procurer un uniforme de SS, c'est impensable. Et ils sont aussi torturés. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'ils vont jamais parler, jamais dénoncer toutes les personnes qui les ont aidés, y compris le gardien SS qui leur a permis de trouver l'uniforme. Et pendant plusieurs semaines, ils vont être enfermés dans des cellules séparées. Ils ne vont plus se revoir, en fait. Mais chaque nuit, Edek s'approche de la fenêtre de sa cellule, avec les barreaux, et il se met à entonner une sérénade. C'est sa façon pour lui de rappeler à Mala qu'il est toujours vivant et qu'il pense à elle, qu'il l'aime. Durant ces longues nuits d'attente, il va aussi graver des inscriptions dans la paroi de sa cellule. Son nom, celui de Mala, leur numéro de matricule et la date de leur arrestation. Une façon pour lui de graver leur amour à jamais dans ces lieux. L'histoire d'amour d'Edek et Mala est vraiment tragique puisque au final, en août 1944, ils vont être tous deux exécutés publiquement dans l'enceinte du camp, devant tous les détenus, pour faire un exemple. Ils vont être tous les deux pendus. Ils vont mourir le même jour, au même moment, mais dans leur camp respectif. Juste avant de mourir, Edek a réussi à transmettre un paquet à son ami, donc son co-détenu qui devait s'évader avec lui au départ.
paquet que son ami va recevoir après sa mort. Dans ce paquet se trouvent 2 mèches de cheveux, une mèche brune, une mèche blonde. Et son meilleur ami va survivre à Auschwitz, à la guerre, et il va pouvoir rendre ces mèches de cheveux au papa d'Edek, et elles sont aujourd'hui exposées au musée d'Auschwitz. Tout comme l'inscription dans le mur, il est toujours aujourd'hui visible dans le bloc 11 qui existe encore aujourd'hui à Auschwitz. Waouh, c'est merci. C'était très très prenant. Merci beaucoup Mamy Tounk de nous l'avoir conté, parce que même sans notes comme ça devant des gens, c'est vrai que c'était plus plombant que Chlamydia et Gonorrhée, je trouve. Non mais là c'est vrai que du coup allez, enchaîne. L'enchaînement. Non mais c'est vrai que ça fait partie des histoires qui, alors forcément c'est des histoires de guerre, hein. Donc il y a notamment dans votre série sur YouTube aussi, dans le livre, des belles histoires. Il y a des histoires malheureusement forcément qui finissent un peu plus mal, mais qui ont quand même une belle morale. Oui, alors cette histoire elle est à la fois émouvante et tragique. C'est sûr qu'à la fin de l'histoire t'es abattu, mais il y a aussi des histoires plus légères, plus émouvantes, que ce soit dans le livre où on raconte par exemple l'histoire de ce gangster britannique qui est devenu un des agents doubles les plus précieux de la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'était un mec qui était en prison en Angleterre et il s'est dit tiens, mon seul moyen de retrouver ma liberté, c'est de devenir espion au service des nazis. Et puis lors de sa première mission, il s'est dit ouais, c'est peut-être quand même chaud de trahir ma patrie, allez, si je devenais agent double. Et c'est toute une histoire digne d'un James Bond qui est du coup plus légère et où tu es moins traumatisé peut-être à la fin de la lecture. C'est cool que tu l'aies choisi en tout cas du coup. Non mais en vrai merci beaucoup, et c'est vrai que je trouve que ça fait partie de ton taf, et moi ce que j'aime beaucoup quand je regarde aussi la chaîne YouTube, j'ai pas lu le premier livre, mais honnêtement celui-là comme tu me l'as filé, je vais le feuilleter avec plaisir. Non, mais il y a l'histoire aussi de celui qui a voulu assassiner Hitler, même s'il y en a eu plusieurs qui ont voulu et tout, mais c'est vrai que c'est vraiment passionnant. Pour parler un peu de vous, c'est vrai que de Mamy Tounk aussi au global, ça a été une envie d'aller de plus en plus sur du travail documenté, du travail justement sourcé, pouvoir arriver sur des livres, des vidéos qu'on sent de plus en plus longues, pas forcément pas hyper régulières, mais un peu espacées, je veux dire. C'est vrai qu'on respecte pas trop les codes de YouTube où il faut publier super régulièrement, faire des vidéos pas forcément courtes, mais tu vois, un peu plus à l'arrache. On prend vraiment bien le temps, mais c'est un peu notre parcours sur la plateforme. On a commencé par le gaming, où on publiait beaucoup, parce qu'on a quand même plus de 800 vidéos sur la chaîne. Ensuite, on a fait des explorations. On a visité un nombre incroyable de lieux abandonnés, et ça s'est terminé en apothéose à Tchernobyl, où on a pu être une des dernières équipes finalement à visiter la zone d'exclusion, compte tenu de la situation qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, en fait, Histoire de guerre, on a lancé ça il y a 5 ans sur la chaîne. Et puis, de fil en aiguille, à force de faire des recherches dans des archives, de trouver des documents exceptionnels, on a eu de plus en plus envie de pousser le truc à fond, de trouver des histoires complètement méconnues, trouver les images qui collent à la situation. Et en fait, c'est aussi simple que ça. On prend énormément de plaisir à le faire. C'est ce qui nous fait kiffer. Et donc, vous le faites super bien, honnêtement. Félicitations. Je ne sais pas si vous aviez des questions, Marie. J'aurais une question. Déjà, merci pour cette collection, puisqu'il y avait déjà un premier volet, et je suis ravie de voir ce deuxième volet arriver. Du coup, c'est vrai que là, ça se concentre sur les héros oubliés. Oui. Et qui dit oublié dit aussi peut-être une pauvreté d'archives. Comment se passe le travail de recherche pour cette réhabilitation-là et pour cette écriture-là ? Merci Marie pour ton mot. Effectivement, c'est beaucoup de travail, c'est des semaines et des mois de recherche d'archives. Alors finalement, on fouille dans des bibliographies, dans des ouvrages, mais aussi beaucoup sur Internet. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'archives qui sont numérisées dans des bases de données, que ce soit aux États-Unis, en Pologne, en Autriche. Et donc, à force de ces numérisations, on trouve de nouvelles informations. Pour le livre, on travaille aussi avec un historien, Patrick Godfard, qui est désormais dans notre équipe.
qui nous aide aussi à vérifier les faits, faire des recherches plus poussées. Et bon, il est super pointilleux et on est ravis parce que ça nous évite de faire des approximations historiques parce qu'on n'est pas historien. On est passionné d'histoire, mais on n'est pas historien. Et donc son travail est exceptionnel. Et voilà, des fois, on va même jusqu'à contacter des personnes qui ont connu les protagonistes pour vraiment pouvoir connaître le détail qui va permettre de faire la différence. C'est un régal, ce professionnalisme, honnêtement. On peut applaudir très fort Mamie Twink, honnêtement. Merci beaucoup d'être venu. Vraiment un exercice pas facile. Bon, on souhaite que forcément le livre marche super bien, mais surtout que ça continue, parce qu'honnêtement, c'est vraiment du contenu qui fait trop plaisir à regarder sur YouTube. Donc, merci beaucoup et au plaisir peut-être à vélo, parce que je sais que... Avec grand plaisir. Mamie Twink voulait faire l'échappée, mais il est trop fort, en fait. C'est-à-dire que c'est un cycliste de malade. Contre Ken, peut-être, contre Ken Bogard. Je suis tes aventures cyclistes et ça donne envie d'en partager. Contre Ken, je vois du vrai mollet. Mamie, merci beaucoup en tout cas. Un plaisir. Les émotions. J'ai failli chialer, moi. Ah ouais, non, mais la santé était là. Les émotions, là. Salut Kamel, c'est Zizou, là. Vraiment, les émotions.